décembre 2019, la maladie à coronavirus sévit sur la planète Terre. Le cours de la vie a totalement changé. Les décès s'enchaînent par milliers dans tous les continents. Les scientifiques peinent à trouver un traitement efficace. L'urgence prônée, c'est de limiter au maximum les contacts pour éviter la propagation de la maladie. Des pays ont alors fermé leurs frontières, interdit des vols arrivées-départ, instauré le couvre-feu, fermé les écoles, les églises et autres lieux de rassemblement. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, prescrit des mesures barrières vulgarisées par tous les moyens de communication. La plus grande implication de ces mesures, c'est la distanciation sociale. Ces méthodes rappellent ce que les populations ont vécu à l'occasion de certaines pandémies en Afrique et dans le monde. L'École africaine d'économie, African School of Economics, s'intéresse à l'une de ces épidémies qui ont frappé de plein fouet le plateau d'Agoni au sud du Bénin dans les années 1960, la variole. Nous avons initié cette étude parce que c'est important de connaître l'expérience de nos sociétés, de nos communautés sur les épidémies pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, le fait que le taux de transmission est faible aujourd'hui pour le COVID-19. Beaucoup pensent que c'est dû au fait que l'Afrique était déjà préparée, ou du moins qu'on a été exposé à de pareilles épidémies par le passé. Et ça a renforcé, donc ça a eu un effet sur notre système immunitaire qui explique donc que, disons, le taux de transmission actuellement est plus faible. Alors, il faut aller dans les détails pour savoir en fait comment est-ce que cela se passait et quel effet cela avait sur les communautés et tirer des leçons sur la façon dont on s'est préparé ou la façon dont on a réagi, la façon dont on a géré ces crises épidémiques-là pour qu'on s'en serve pour la gestion de l'épidémie actuelle. Tirer des leçons du passé pour gérer le présent et l'avenir. Pour ce faire, il faut remonter le temps. Il faut se rendre dans un épicentre de la variole dans les années 60, 70 et 80, le plateau d'Agoni. Cette région du centre-sud du Bénin est située à plus de 160 km au nord de Cotonou. Agoni regroupe 3 communes, dont celle de Zanyanado. Zanyanado, ville d'une superficie de 540 km² avec une population active composée en grande majorité de paysans. Ici, la terre ne ment pas. Cette partie du pays constitue un grenier important qui alimente le peuple béninois. Zanyanado doit la fertilité de cette terre aux divers cours d'eau dont Dame Nature l'a doté. Le fleuve Ouémé, son affluent le Zou et des rivières. Que d'atouts pour une production agricole prospère et une vie paisible. Malgré ses avantages vecteurs de prospérité, Zanyanado a été éprouvé pendant plus de 20 ans par l'épidémie de la variole. Des natifs de la ville et témoins oculaires des événements racontent tour à tour ce qu'ils ont vu, de leurs yeux vus, vécu dans leur peau. Quand j'étais petite, un homme originaire de Dovi, ayant contracté la maladie depuis Cotonou, est rentré au village. Après son arrivée, il se racontait un peu partout qu'il avait la variole. Malgré les traitements qu'il a reçus, il a succombé au mal. À sa mort, il a été dit que seuls les adeptes du vaudou pouvaient l'enterrer. Quelque temps après, la maladie s'est répandue dans toute la région en partant de Sagon, faisant beaucoup de victimes. Personnellement, je connais 3 personnes qui en sont décédées ici à Dovi. À chaque décès,
Ce sont les adeptes du vaudou qui procèdent à l'inhumation. Dès lors que quelqu'un tombe malade, plus aucun membre de sa famille ne doit s'approcher de lui. Si le malade était dans une concession, on l'isole dans la brousse ou dans une maison éloignée des habitants. Chez ma maman, nous avons été en tout 4 à souffrir de la maladie. J'étais plus âgée que les autres. Il y avait des jumeaux et leurs sœurs puinées. C'étaient mes cousins. La variole est une épidémie que nos grands-parents connaissaient avant que nous ne naissions. L'épidémie que nous avons connue est celle de 1951 et qui a emporté certaines personnes de ma génération. Je ne peux plus me souvenir des noms de tous ceux qui avaient succombé à la dite épidémie. Dans ma propre famille, au moins 2 personnes adultes en étaient mortes. En 1966, moi-même j'ai été victime. J'étais malade avec 2 autres frères, même père, même mère. Au début de la contamination, on sent une forte fièvre. Si c'est qu'on prenait la température comme cela se fait régulièrement aujourd'hui, je suis sûre que ce serait au-delà de 40 degrés. Ensuite, des pustules apparaissent sur tout le corps du patient. Mais il y a un principe. Si ces pustules apparaissent à certains endroits sur le corps, c'est-à-dire autour du nombril, dans la région du cœur, le creux du coude, la victime ne survit pas. Ça a commencé par une fièvre. Et ce qui est bizarre, la température au niveau du ventre est plus élevée que tout le corps. Et quand on tâte le ventre, c'est très chaud. C'est une maladie qui se manifeste de telle sorte que quand une personne en souffre, il suffit de la voir pour être à son tour contaminé si on n'a pas un organisme très résistant. On peut être atteint sans même s'approcher du malade. Si par exemple le malade est dans cette chambre et tu viens le voir en train de recevoir des soins, si ton organisme n'est pas résistant, le lendemain déjà, tu auras un accès de fièvre, des céphalées, la toux. Ce sont les 3 symptômes de la maladie. Quand ces symptômes apparaissent, par exemple, le soir, déjà le lendemain matin, les pustules couvrent le corps du patient. À ce moment-là, il sent des picotements à la manière des aiguilles dans tout son corps. Voilà comment le mal se manifeste. Effectivement, la variole, c'est une maladie contagieuse, très épidémique, parce que ça se propage rapidement. Ça touche la peau, les muqueuses. Moi-même qui vous parle, je peux vous dire que j'ai été contaminée par le malade qui était rentré de Cotonou et dont je vous avais parlé. J'étais encore petite quand, du retour du couvent, j'ai fait un détour chez la famille du malade que je connaissais pour leur adresser des salutations. À mon arrivée, le patient était sous traitement. Après un douloureux bain, les gens lui passaient des produits sur le corps quand je les ai aperçus. Alors, j'ai pris peur et j'ai fait demi-tour. Lorsque j'ai été par la suite contaminée, je me suis dit que c'est certainement à cause de cette scène que j'ai vue. Dans certains cas, les pustules n'apparaissent pas sur le corps des victimes, mais elles restent à l'intérieur de leur organisme, de sorte qu'on n'arrive pas à vite détecter de quoi elles souffrent. C'est là où le mal est le plus dangereux et entraîne la mort du patient. Quand la mort survient, le corps du défunt n'est pas inhumé à la maison. En revanche, lorsque les pustules apparaissent et qu'on commence par administrer les médicaments au patient, tout ce qui est à l'intérieur se manifeste sur son corps.
Dans ce cas, le malade a des chances de s'en sortir vivant. Quand les pustules n'apparaissent pas sur le corps, la mort est imparable. En l'absence de solution médicale, les populations d'Agoni en proie à l'épidémie de variole qui sévissait sur leur terroir avaient mis au point des méthodes comme celle de la distanciation sociale pour leur survie. Mais aussi, les tradis praticiens étaient les seuls recours en matière de thérapie. Ils avaient pris les choses en main et proposaient des solutions, l'efficacité des dites solutions étant discutée. Nos pères étaient compétents dans la médecine traditionnelle. Face à l'épidémie, chacun s'est mis à sortir les remèdes qu'il détient contre le mal. C'est ce qui a permis de limiter les dégâts dans notre maison à nous. Sinon que dans le village de Dovi en général, il y a eu beaucoup de morts. Il arrivait des fois où on enterrait jusqu'à 5 personnes, rien qu'en une nuit. En ces temps-là, quand on rentrait dans le village, il y régnait un calme inhabituel. Un peu comme ce qui se passe actuellement avec la COVID-19, où on nous demande de limiter au strict minimum nos sorties. À l'époque, personne ne laissait sortir ses enfants, surtout à la tombée de la nuit. Et les remèdes étaient appliqués. Ce qui est très délicat avec la variole, c'est que quand tu souffres de cette maladie, aucun agent de santé ne vient vers toi. Seuls les remèdes traditionnels étaient utilisés. À l'aide d'une bûchette, on enlève le pus des pustules qui recouvrent le corps du malade. Il n'est pas donné à tout le monde d'administrer ce traitement. Il existe une feuille en médecine traditionnelle dont la prise de la tisane permet de faire apparaître les boutons chez les malades chez qui ils ne sont pas encore apparents. Mais dans le temps, il est demandé de consulter les divinités. Donc il a fallu qu'on fasse des promesses à des divinités. Chaque famille choisit sa divinité, soit Legba, soit Sakpata, soit Tokyono, ainsi de suite. Avec une promesse que s'il y a guérison, le malade même viendra avec tel un coq ou bien un cabri ou bien des ingrédients, l'ensemble des vivres, bananes, patates, coco, tout ceci rassemblé et déposé à la place où se situe la divinité. Quand le mal attaquait leurs enfants, ils les maintenaient à la maison. Aujourd'hui encore, il a été recommandé à la radio de ne pas sortir si ce n'est pas pour une cause indispensable. Dans le temps, on ne se rendait même pas visite. C'était exactement comme ce qui se passe maintenant où on a interdit de se donner la main. Donc, c'est pour cela que les gens étaient cloîtrés à la maison. Les maisons villageoises n'ayant pas de portail, il y a de la brousse et des ordures partout. C'est donc pour limiter les risques que les ancêtres ont mis en place le maintien à la maison des malades. Certains malades dont l'état est vraiment critique et qui n'ont pratiquement plus de chance de s'en sortir sont carrément isolés dans la brousse ou dans des constructions isolées. Parce que, comme je viens de le dire, c'est un mal contagieux qui se transmet très facilement d'un individu à l'autre. Mais s'il y a certaines personnes dont l'organisme est assez résistant et quand le mal se manifeste dans leur corps et qu'on leur fait les soins, rapidement, elles recouvrent leur santé. Dans le cadre du traitement, le malade reçoit 2 bains journaliers, une fois le matin et la seconde fois le soir. Après chaque bain, on lui administre des produits. En temps normal, ce n'est pas un mal qui dure longtemps. Quand il est bien traité, dans un intervalle de 4 jours, toutes les douleurs disparaissent.
c'est seulement les plaies qui mettent plus de temps à cicatriser. Pour ce que j'ai vécu à Dorville dans le temps, sur 10 cas, à peine 3 personnes contaminées survivaient. Il y a eu trop de décès. Pour la prise en charge, à ce que je savais et ce qu'on sait aujourd'hui, c'était un traitement symptomatique. Au regard des signes que présentait la maladie, on appliquait le traitement. Il n'y a pas un traitement spécifique contre la variole jusqu'à nos jours, parce que les recherches se poursuivent pour trouver les antirétroviraux, même contre la variole. Et face à toute maladie, la médecine moderne et la médecine traditionnelle interviennent. La médecine moderne, pour tout ce qui concerne les maladies virales, très peu de maladies virales connaissent des traitements spécifiques. Si nous prenons Ebola, il n'y a pas de traitement spécifique, on est en train de chercher. Si nous prenons d'autres fièvres hémorragiques, il y a tout ce qui est maladie virale, c'est toujours un problème de trouver des traitements spécifiques. Pour la variole, j'ai bel et bien dit, on faisait des traitements symptomatiques pour pouvoir juguler la maladie. Pour les malades graves, c'était les soins d'urgence qu'on appliquait. Puisque c'est une maladie qui se manifeste beaucoup plus par des taches sur la peau et la fièvre. La médecine traditionnelle aussi a fait ses preuves. Donc, c'est les deux médecines qui ont contribué à la prise en charge de cette maladie-là. Les épidémies ne sont pas les mêmes, mais les implications sociales de la COVID-19 et de la variole présentent des similarités selon les analyses du professeur Léonard Ouachekon, joint par visioconférence. Il y a 4 points essentiels. Le premier, c'est la transmission. Il y avait, dans les années 60, un foyer donc, qui était dans le village de Sagon, dans la commune de Wenhi. C'est de là que cela s'est étendu un peu partout dans la région d'Agonli, avec les effets qui ont été décrits dans les entretiens. La deuxième chose, c'est les méthodes utilisées pour limiter la transmission, ce qu'on appelle les méthodes barrières. Il y avait la distanciation sociale, donc où le malade était isolé de la communauté, ou devrait normalement être utilisé dans la communauté, où il y avait donc des couvents dans lesquels les gens étaient gardés, étaient traités. Et ceux qui avaient accès à eux étaient protégés. Donc, ils avaient déjà eu le mal, donc ils étaient immunisés, ou bien ils avaient des méthodes de protection spéciale qui leur permettaient donc de traiter les malades. Le troisième, c'est au niveau des méthodes de traitement. Donc, actuellement, il y a beaucoup de méthodes de traitement traditionnelles, de méthodes de traitement que les gens utilisent avec les effets ou avec les résultats qu'on sait. Par le passé, cela se faisait ici aussi. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo, donc, parfois, les gens étaient gardés à la maison et l'oncle ou le père utilise des méthodes dont il a entendu parler, etc. Et donc, ce n'était pas très clair quel était le degré d'efficacité donc, de tout ça. Donc, comme les entretiens ont montré, parfois ça marchait, parfois ça ne marchait pas. Il n'y a pas de grande différence, par exemple, entre le taux de mortalité entre ceux qui n'allaient pas dans les couvents se faire soigner et ceux qui allaient dans les couvents pour se faire soigner. Donc, c'est très important. Et le quatrième point, c'est les conséquences donc, de la non-utilisation, du non-respect des consignes et des mesures barrières. Donc, vous avez entendu parler, par exemple, du village de Tan, de la commune de San Yenado, donc, où
il y avait un taux de mortalité très, très, très élevé. Donc, parce que justement, les gens n'ont pas respecté les mesures barrières. Tel que le mal a sévi à Dovi, c'était pareil à Tan, mais le cas de Tan était survenu après celui de Dovi. À Tan, les populations étaient essentiellement des chrétiens. Ils avaient un orchestre qui pratique le même genre musical que Berman-Womende. Lorsque le chanteur principal de leur orchestre est décédé des suites de la variole, ils ont refusé que les adeptes du vaudou l'enterrent. À l'issue des funérailles qu'ils ont pompeusement organisées, tous les membres de l'orchestre qui ont été en contact avec le corps du chanteur avaient contracté la maladie et en étaient morts. Hommes et femmes, aucun d'eux n'a pu survivre. Donc, en fait, tout ceci peut être utilisé, cette étude comparative, cette comparaison entre le passé et le présent peut être utilisée pour faire la communication donc, autour du COVID-19 pour montrer en fait que ce que nous faisons aujourd'hui, ce qu'on demande de faire, c'est ce qui a toujours été fait, même dans nos communautés. Ce ne sont pas des mesures qui ont été importées, ce sont des mesures qui font partie de nos traditions. Voilà. Donc, c'est important de les respecter parce que sans ça, donc la transmission du virus va être beaucoup plus rapide et le taux de mortalité plus élevé. L'épidémie de variole a définitivement disparu du plateau d'Agoni à la fin des années 1970 pour ne plus jamais réapparaître. Les campagnes de vaccination de l'OMS entre 1966 et 1980 ont contribué à cette éradication de la maladie. Nous, on a souffert dans la période. 2 générations ont pris la relève en quelque sorte. Ainsi de suite. Il a été organisé une grande cérémonie qu'on appelle les Bokono et ils circulent la nuit pour dire qu'ils sont en train de tuer l'esprit mauvais qui cause le mal à leurs enfants. En 69, là, j'ai déjà commencé l'école et il y a vaccination dans le village. On a dit ceux-là ne sont pas dedans, nous ne sommes pas dedans. Parce qu'on a été victimes, que nous sommes déjà immunisés contre ce mal-là. C'est la vaccination qui a fait disparaître. Les têtes pensantes, les tradis praticiens de la localité se sont concertés. Ils ont purifié la région. Depuis lors, la maladie a disparu et je n'en ai plus jamais entendu parler. En ce qui concerne la vaccination, je ne maîtrise pas trop comment ça s'est passé. Ce que je sais, c'est que l'épidémie revenait fréquemment pendant la saison sèche. Et quand on utilisait les plantes pour lutter contre elle, elle s'estompait rapidement. Mais j'ai pu remarquer que depuis que les campagnes de vaccination ont été organisées, on n'en a plus entendu parler comme c'était le cas auparavant. Il a même été clairement recommandé de signaler des cas si on en trouvait encore. Donc la vaccination a certainement eu son effet. Mais quand les tradis praticiens ont fait leur cérémonie de purification, l'épidémie s'est arrêtée. On est arrivé à bout de la variole par les campagnes de vaccination. C'est la seule maladie au monde pour laquelle la vaccination de masse sur le plan mondial a pu endiguer cette maladie-là. On est à l'étape d'éradication. L'éradication a été réalisée en 1916, mais déclarée par l'OMS en 1980. La transmission de la maladie de la variole a pris fin simultanément dans plusieurs pays d'Afrique dans la même période. Est-ce du fait d'un vaccin? Les points de vue sont partagés. Une étude parue en 1969 aux États-Unis dans la revue American Journal of Epidemiology de Johns Hopkins University dans le Maryland aborde le sujet. Dans cette étude co-réalisée sur l'épidémie de variole dans un village du Dahomey, actuel Bénin, par le Dr Yekpe
Maximilien, un épidémiologiste dahoméen, on peut lire à la page 427. Bien que la vaccination du village ait pu aider à mettre fin à l'épidémie, il est également tout à fait possible qu'elle se soit arrêtée à ce stade sans vaccination. Les 3 personnes qui semblaient avoir les meilleures chances de continuer la chaîne de la transmission ont été manquées par l'équipe de vaccination et sont restées bien portants. Le 29 octobre 1979 fut déclaré par l'OMS premier jour sans variole. Mais la vaccination a continué pour être interrompue le 8 mai 1980. 40 ans après, surgit une maladie qui évolue vers une épidémie pour devenir une pandémie embrasant le monde entier en quelques semaines seulement, la COVID-19. Après l'étude comparative des 2 maladies, l'École africaine d'économie African School of Economics dévoile ses perspectives. 2 points importants pour cette deuxième étape-là, c'est les études statistiques. Donc, nous allons faire des collectes de données pour compléter les informations que nous avons reçues maintenant. Donc, par exemple, avoir des informations plus précises sur le nombre de cas, le nombre de décès, le taux de transmission, etc., etc. Alors, donc ça là, c'est très important. Alors, le deuxième, c'est prendre la liste des plantes, la liste des méthodes traditionnelles de traitement qui avaient été développées à l'époque. Peut-être que ces méthodes-là étaient des méthodes que les gens ont héritées des générations passées, des générations d'avant 60. Donc, mais nous allons faire la liste de tout ça et tester dans les laboratoires avec l'aide donc des collègues qui sont en biologie, qui sont en biotechnologie, afin qu'on puisse vérifier l'efficacité de ces mesures-là. Et si elles sont efficaces, savoir exactement pourquoi elles le sont, afin qu'on puisse progressivement les introduire dans les hôpitaux, dans les cliniques, afin donc, disons, d'élargir le répertoire de traitement de COVID-19 ou d'autres maladies virales ou maladies du genre du COVID-19 donc, qui existent actuellement. Voilà. Donc, c'est la prochaine étape. Donc, pour me résumer, 2 points. Premier, c'est une étude statistique approfondie. Deuxième, c'est donc un recensement et des études de laboratoire sur les traitements qui étaient utilisés à l'époque. À la mi-juin 2020, la maladie à coronavirus a causé plus de 436 000 morts dans le monde et les foyers de contamination continuent de s'étendre. Les scientifiques cherchent des solutions. La solution viendra peut-être du vaccin. Des essais cliniques sont en cours en Angleterre et en Chine. Mais pour l'instant, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, relance les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine après les avoir suspendus temporairement suite à la publication d'une étude dans la revue médicale The Lancet. Cette étude a jugé inefficace, voire néfaste, le recours à la chloroquine ou à ses dérivés comme l'hydroxychloroquine contre la COVID-19. La recherche de solutions contre la pandémie continue. Les chercheurs africains en sciences de la santé et en sciences sociales doivent apporter leur pierre à l'édifice. À cet effet, African School of Economics initie la création du Conseil panafricain de la recherche scientifique en partenariat avec l'Institut Pasteur de la Côte d'Ivoire.